Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Bienvenue à ce 3e épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. Oui, j'espère que vous avez une bière en main, un gourou, un Red Bull, une prescription renouvelable. Bref, j'espère que vous avez le feu dans les bottes. Je suis Charlie Gonzo Faneuf, puissance Ryan Reeves, comme toujours. Et pas le temps de niaiser cette semaine, parce qu'à la demande générale, on va se claquer un spécial hockey. Donc, hockey, qui dit hockey dit son de hockey. Et oui, évidemment, on a un bruiteur en ondes. Donc, au diable le baseball, au diable le NASCAR, au diable la boxe, puis surtout au diable le UFC transformé en lutte. Vive le hockey! J'ai évidemment de la belle visite en studio, dans le boudoir. Salut les boys! Et bonsoir! Et oui, en l'absence d'Olivier Daigneault, qui est à un examen de la prostate, me dit-on, on a Félix Desjardins, jeune clavier prodige qui démoule de main de maître chez la Première Ronde et le Grand Club. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci de demander. T'es quand même dans ton élément, on n'est pas trop loin du Nacho Libre. Ah, ça va très bien, je suis dans mon quartier. Tu connaissais le chemin. Aussi en studio, on a mon fidèle comparse Charles Hamel de la Buissière. Et bonsoir! Oui, aux consoles du son, bruiteur officiel, également capable de parler. Eh bien, oui. C'est un must. C'est oui, effectivement. Et oui, et nous avons Ben Ménard en ligne, toujours là? Allô? Yes, Ben Ménard est la référence en termes de pool de hockey. Donc, avant de jouer l'argent des études de vos enfants, vous voulez absolument entendre ce qu'il a à dire. Donc, restez là. Ça vient bientôt. Mais avant, je vous ai préparé un Tinder sportif. Fait que le principe, il est simple. Ça prend pas la tête à Jacques Lemaire pour comprendre ça. Si ce que je vous dis, ça vous excite le gooch, tu swipes à gauche. Sinon, ben, tu swipes à droite. Puis il y a le super like aussi, mais ça dépend de vos goûts, finalement. Donc, le premier, c'est Max Pacioretty qui marque un tour du chapeau contre le CH le 10 novembre prochain, puis il sort de la glace en faisant des carbos. Félix? Moi, je swipe à gauche. Oui. Je suis pas capable. Charles? Je vais y aller à droite, moi. À droite. Et Ben? Ouais, à droite, non. OK, ça marche, c'est pas pour toi. Ken Hitchcock déguisé en Jabba the Hutt à l'Halloween. Félix? Ah, ça, on aime ça. On super like. Oui. Ah oui. Charles aussi, super like. Ah oui. Et Ben? À gauche. À gauche, OK, tous les goûts sont dans la nature. Ginette Renault déguisée en Ken Hitchcock pour l'Halloween. Félix? Oh, ça me sort de mon élément, ça. on y va à gauche. À gauche. Charles? Charles, il flush. Et Benoît? As-tu dit Ken Hitchcock ou Ten Hitchcock? Ouais, accompagné de Peter North. Oui, ça va être excellent, un excellent Ok, film. parfait. Oui, à droite, d'abord. Excellent. On a Samantha Fox dans son prime, hein, pas à l'âge actuel, mais en ciseaux avec Mme Béliveau, qui est, elle, malheureusement, à l'âge actuel. On Félix. refuse. Moi, je vais prendre la poule. Ah, OK, c'est bon. Et Benoît Ménard? Super like. Yes, on aime ça. On finit avec Claude Julien qui embrasse la sœur de François Legault. On aime ça, super Yes. like. Ah. Charles? Non, vraiment pas. Et Ben? Oui, on aime ça. On aime, excellent. Bon, on est rendu là. Avant de commencer, évidemment, le podcast vous est offert en format Néo-Cheap et la devise qui est de mise avec le Néo-Cheap est la suivante. Vous êtes prêts tout le monde? J'en prendrai pour $1. $1. Yes! Ben, t'étais presque dans le temps. On va l'avoir un jour. Ouais. Donc, Ben, on t'a amené dans le podcast parce que là, les gens étaient tannés qu'on parle de sports comme le baseball, le football, le NASCAR, le curling, la pétanque full contact. On va parler de hockey, puis toi, tu es un expert en Ligue nationale de hockey. Donc, donne-nous quelques joueurs là, qui vont prendre de la valeur au cours de la saison, selon toi. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé leur pool. Moi, j'ai fini le dernier en fin de semaine. Et dans la plupart des pools, il va être possible de faire des échanges au courant de l'année, sacrifier des joueurs pour en trouver des nouveaux. Quelques pistes pour des joueurs qui vont prendre de la valeur cette année. Laisse-moi te parler de la situation à Edmonton. Ouais. Il y a un joueur que j'aime beaucoup là-bas qui s'appelle Kevin Yamamoto. Oui. Il On l'aime devait bien. commencer la saison comme troisième allié parce que c'est Ty Ratty qui prenait la place aux côtés de McDavid et Paul Jarvie sur la deuxième avec Draisaitl. Écoute, il a déjà dépassé Paul Jarvie. Son temps de jeu au dernier match était plus important. Ouais. Et je crois qu'il va finir quelque part sur la première ligne d'ici la fin de l'année. Je sais qu'il faut pas prendre les joueurs avec qui il joue. Ouais. Taylor Yamamoto est très, très bon pour lui-même, mais si en plus il peut jouer avec un joueur de centre, pourquoi pas le meilleur au monde, Connor McDavid? Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Il a beaucoup de talent, le jeune homme.
C'est peut-être... Oui. Félix, vas-y, Félix. Ouais, c'est peut-être sûrement un des seuls attaquants des Oilers qui peut suivre la vitesse à McDavid aussi. Ça peut donner C'est des flashs. exactement ce que j'allais dire. Parce que là, on a été habitué de voir que McDavid jouait avec un sabot de Denver accroché au testicule gauche, là, ou droit, plutôt un Lucic ou un... Darnell Nurse. ou qui a joué avec lui? Maroon, c'était ça. Maroon, Patrick Maroon à l'époque, ouais. Il a réussi à compter quoi, 30 quelques buts Oui, une belle saison. avec McDavid. Fait qu'imagine un joueur qui a du talent, finalement, ça pourrait être rafraîchissant pour McDavid. OK, c'était bien, c'était un bon choix, oui. On l'a à l'œil toute l'année. Oui. Il va commencer peut-être un peu en douce, mais plus il va avoir de temps sur l'attaque à 5, plus ses points vont s'entasser. Excellent. Sinon, je te parle peut-être d'un goaler. Je sais pas, je vais te poser la question parce que l'année passée, saison un peu décevante, mais cette année, c'est moi où Ben Bishop est rendu gardien de but pour une des équipes les plus excitantes, ou en tout cas qui a une des plus belles défensives de la Ligue. Ouais, oui, Ben Bishop qui est très grand, hein? Outre sa technique saccadée, il est grand, ça c'est sûr. 6 pieds 7, 215 livres. Je sais pas si on va le revoir signer 40 victoires comme il avait fait avec le Lightning en 2014-2015. Oui. Mais 26 victoires l'année passée, c'est définitivement passé pour un gars comme lui. À date, en 2 matchs, 2 victoires et même un blanchissage au passage, Ben Bishop va être très hot cette année. C'est ça, hein? C'est le genre de joueur que tout le monde a laissé passer, mais que c'est ça. Il se ramasse un peu dans la situation de Chris Osgood là, dans les belles années que. Ouais, il vient d'être nommé 3e étoile de la semaine, je pense bien. Je pense qu'il y a un départ vraiment fulgurant. Je pense qu'il est ouais, bon. Ouais. Il est peut-être inspiré aussi à défense. Là, tu disais qu'il y a une belle défense. Il y a le jeune Miro Heiskanen qui a un très beau départ. Oui. Donc oui, donc un bon choix. Ben Bishop, c'est bien. Est-ce qu'il y en a d'autres, j'imagine? Oui, pour t'en nommer un troisième, bon là c'est un petit gars que j'ai toujours aimé, là, si vous le savez, vous m'avez déjà entendu prononcer son nom, mais avec ce qui va se passer à l'Avalanche, avec ce qui s'est passé avec McKinnon l'an passé, McKinnon, Rantanen, toutes les équipes vont mettre tous leurs effectifs contre ce trio-là. Et sur le deuxième trio, le jeune Tyson Jost va avoir toute la place. Lui qui est un patineur habile, un fabricant de jeu, un bon compteur. Cette année, selon moi, c'est l'explosion pour lui. Un peu le phénomène du deuxième centre, là, mais il va avoir toute la place une fois que sa ligne à lui va embarquer. Parfait, excellent. Puis, donc, est-ce que tu garantis si je place tous mes REER là-dessus ou on va s'en parler après le show, peut-être? Alors, ces 3 joueurs-là, comme je te dis, début de saison un peu plus tranquille, mais à mesure que la saison va avancer, si vous avez le droit de faire des échanges, gardez-les en tête, ceux-là. Ils vont peut-être vous sauver la mise. Excellent, merci. C'est très instructif. Et côté course au Calder, là, ton top 3, ça serait quoi? Oui, le Calder, écoute, j'ai plus besoin de faire de présentation pour Rasmus Dahlin. Oui, excellent. Mais c'est pas facile de gagner le Calder quand on a un défenseur rapidement. Qui l'a gagné la dernière fois? Ekblad? Peut-être. Oui, Ekblad en 2015. Ouais, on a un professionnel là, ici en ligne qui était parmi nous dans le studio. Là. Moi, j'ai OK, Ekblad. J'allais juste dire que... moi, j'avais Yves Racine en tête, mais c'est un peu loin. Moi, j'aurais dit son de cricket. J'en avais aucune idée. Cricket. OK, vous êtes bon. Ekblad en 2015. On va voir si vous êtes vraiment bon. Juste avant, en 2010. Tyler Myers. Oh! Excellent. Il est fort. Donc, on voit que ça arrive à peu près à tous les 5 ans. Et là, le prochain, si vous l'avez, là, en 2003. Chris Pronger? Non. Non. C'était avant ça. Barrett Jackman. Barrett Jackman. Dans la catégorie ne cherchez plus. Non, c'est ça que je cherchais. Et voilà. Donc, c'est pas facile de gagner le Calder quand on est un défenseur. Aucun doute que Rasmus Dahlin va devenir excellent. Par contre, pour la Coupe cette année, je parierais peut-être plus sur Svechnikov, qui a déjà un beau départ, qui va avoir beaucoup de temps de glace. Sinon, pour le petit Elias Pettersson à Vancouver, qui va se faire un peu de la deuxième ligne, mais qui va avoir de plus en plus de temps sur l'avantage numérique. Et un peu de la même façon que je parlais Tyson Jost, une fois que les Bo Horvat et Brock Bowser sont passés sur la première ligne, lui, il va avoir du temps de glace de qualité contre des deuxièmes ou des troisièmes unités. Je crois que ce serait mon vote. Si j'avais un vieux 2 piastres à mettre, ce serait sur Pettersson. Je pense bien que, juste rapidement, en son année de repêchage, Pettersson, je pense que c'était l'année de Nolan Patrick.
et Nico Hischier. On se demande si c'est le meilleur joueur du draft en ce moment parce qu'il est sorti 7e ou 8e, si je me rappelle bien. Puis à date, ça a l'air d'être le plus talentueux du lot. On va le laisser jouer une saison complète. Nico Hischier, qui était le premier choix overall, a pas mal fait, 52 points l'année passée, si je me souviens bien. Il avait porté une partie de l'équipe des Devils sur ses épaules avec Taylor Hall. Est-ce que Peterson peut faire 50 points et plus cette année? Évidemment. Mais je suis pas mal convaincu que Peterson va avoir un plus gros impact au moins que Nolan Patrick. Et sûr, on va voir, mais ça serait mon vote pour le Calder cette année. Excellent. Penses-tu que des jeunes comme Kotkaniemi avec le Canadien ou Tkachuk à Ottawa sont un peu victimes de la qualité des joueurs qui l'entourent, que c'est ça qui pourrait les sortir de la course dans le fond? Ouais, dans le cas de Tkachuk, je le vois être capable de faire beaucoup de points parce qu'il va quand même être sur le duo avec un Matt Stone sur la deuxième ligne. Kotkaniemi, là, oui, définitivement, il va écoper, il va faire de la deuxième ou de la troisième ligne. Ce sera peut-être pas son année. Je sais même pas s'il va faire l'année au complet. On change un peu de sujet, mais moi, personnellement, au lieu de gaspiller une année vers l'autonomie, sachant qu'on fera pas les séries à Montréal, je crois que je le renverrai. Je sais pas si vous allez en parler, là, mais une petite Non, vas-y. T'as bien le droit d'en parler. On n'a pas réussi à avoir les droits, nous, pour en parler. Donc, on te laisse aller là-dessus. Mais c'est ça. Dans le cas des trois joueurs que j'ai nommés, Peterson, Dahlin et Svechnikov, c'est trois gars qui vont passer l'année dans leur club respectif, alors que Kotkaniemi, je suis pas sûr, et Tkachuk, c'est un peu dans la même situation. Hein. Les Sénateurs vont nulle part encore pour 2 ou 3 ans, alors pourquoi le garder toute l'année? Mais ça, on verra, il faut vendre des tickets aussi une année. Et voilà. Puis il faudrait surtout pas échanger son premier choix avant de tanker. Ça, oui. Oui, d'ailleurs, les pauvres Ottawa vont probablement finir dernier, et c'est l'Avalanche qui possède leur premier choix l'année prochaine. Incroyable. Hein? On se demandait si le DG de l'Avalanche allait inviter le DG des Sénateurs sur la scène lors du choix. Parce que... Non, mais imaginez la ligne de centre dans 2 ans avec McKinnon, Jack Hughes, Tyson Jost. Et voilà. Ça fait mal. Je ne sais pas s'il va l'inviter sur le stage, mais il va l'inviter à prendre un scotch après. Ouais, au minimum. OK, puis parle-nous donc des défenseurs payants là, pour la prochaine saison. Ça serait quoi là, que tu vas avoir en tête? Tout le monde a vu l'échange. Tout le monde a vu l'échange qui a amené Carlson à San Jose. Oui, tout à fait. Et oui. Écoute, c'est formidable. C'était probablement les 2 défenseurs, Brent Burns et Carlson, qui étaient dans le top 5 de tout le monde. Ben là, c'est rendu qu'ils jouent ensemble. Selon moi, s'il y en a un qui va en sortir un peu plus payant au niveau des points, c'est Carlson. C'est tout simplement le meilleur défenseur offensif du monde entier. Fait qu'il peut avoir le dessus même sur Brent Burns. Je crois qu'ils vont se partager la première vague d'avantages numériques, même si c'est 2 droitiers. Mais je crois que Carlson est en droit de rêver au 1 point par match, donc 80 quelques points cette année pour la première fois depuis 3 ans, si je me souviens bien. Je crois que le Norris, il l'a au bout des doigts, là. Ouais, parce que du côté de Burns, qui a fait son succès l'année dernière, c'était surtout son tir des poignets de la pointe, mais dans le trafic. Le gars, il a un compas dans l'œil, là. Il était capable vraiment de lancer où il voulait, même pas avec un lancer frappé, là. C'était un tir des poignets. Fait que si tu le places à gauche, là, il se retrouve avec le bâton du côté de la rampe, puis là, c'est sûr qu'il ne pourra plus effectuer les tirs son fameux tir des poignets, il ne pourra pas l'effectuer là, de cet angle-là. Fait que c'est pour ça que soit Carlson va écoper en jouant son côté faible, offensivement, ou que c'est comme tu dis, ils vont se séparer l'avantage numérique. Ça reste à voir. Ouais. C'est ce qu'on va voir, mais je crois que Carlson va être assez seul au sommet cette année. Là. C'est pas tout ce qu'il faut pour faire énormément de points cette année. S'il ne fait pas avec les Sharks... Ah oui, non, il ne fera pas avec... Non, c'est ça. Puis est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, écoute, les autres, on les connaît. Bon, outre Brent Burns, il y a évidemment... je pense à Ristolainen à Buffalo, un jeune, mais qui va piloter un power play, selon moi, 1 année ou 2 encore avant que Dahlin prenne les commandes. Très, très belle attaque à 5 là-bas. J'ai appris ce matin que Torrey Krug était blessé à Boston. Ça veut dire que c'est Charlie McAvoy qui va devenir le corps arrière. Il y a eu un très beau match aujourd'hui, d'ailleurs, avec beaucoup de points.
Et comment vous aimez le travail de Thomas Chabot à date, qui a repris les épaulettes de Carlson? Moi, il m'impressionne énormément. Ouais, je l'ai toujours aimé, mais tu te demandes toujours comment le gars va se développer dans la Ligue nationale de hockey, puis à le voir aller, là, on se rend bien compte qu'il y a un talent. Là, il est vraiment taillé sur mesure pour la Ligue en 2018. Son coup de patin, sa vision, là, il transporte la rondelle. Là, jusqu'à temps que Ryan Reeves le pince dans le coin. Au moins, il joue pas souvent contre Vegas. Ouais, c'est bon. Ses chances sont bonnes d'avoir une belle carrière. J'avais vu Chabot dans les championnats du monde junior et j'avais beaucoup la confiance avec laquelle il jouait, l'assurance. Alors là, comme tu dis, on se demande comment ça va se traduire dans la Ligue nationale. Je lui veux marquer son but en semi-échappé l'autre fois. Aucun doute que ce gars-là est bourré de confiance. Non, c'est incroyable. OK, mais est-ce que c'est tout, M. Ménard? Écoute, ça fait le tour. Oui. On va voir comment la saison va progresser. Puis vous n'hésitez pas à me réinviter si vous voulez d'autres trucs. À mesure que la saison progresse, mais il y a peut-être des long shots qui vont ressortir, comme on dit. C'est certain qu'on va te réinviter. Puis avant de quitter, tu dois nous plugger ton livre. Hein? On a quand même 32 auditeurs. Alors, moi, je le conseille à tous parce que je connais ta plume et je connais ton style. Ouais, Je l'ai mis dans mes 1001 choses à faire avant de mourir, évidemment. Je l'ai pas lu encore, mais ça va venir. Donc, parle le titre et où est-ce que... Oui, vas-y, lâche-toi lousse. Écoute, j'ai publié en juin mon premier roman, mon premier recueil de nouvelles. Ça s'appelle Nouvelles de la conscience, disponible dans toutes les bonnes librairies près de chez vous. Si jamais vous avez des auditeurs qui sont dans le coin de Sherbrooke en fin de semaine, moi, je vais être au Salon du livre de l'Estrie. Wow. Ça me fera plaisir de vous signer un autographe. Parfait, Super, merci. Avec le temps des fêtes qui s'en vient, c'est un beau petit cadeau à mettre sur sa liste de Noël. Oui. Puis moi, je t'échange un de tes livres dédicacés contre une victoire à NHL 94 contre moi. C'est vrai, hein, on n'a jamais fait ça. Des fois, j'y pense. Je me suis pratiqué l'autre fois, puis j'ai perdu des skills. Là, je me pratique un petit peu. Moi, je joue 5 fois par jour. All right, Ben, mais merci beaucoup. C'était très instructif, puis on va se rappeler bientôt. Ben oui, ça m'a fait plaisir, les gars. Bon show, puis on se reparle bientôt. Ouais, Merci, Ben. Bye. OK, salut. Et maintenant, on va passer au CH. Et qui de mieux placé que Félix Desjardins pour nous parler du CH. Et on va dans le vif du sujet avec Carl Osner qui est mis de côté. Est-ce pour mettre le fameux Ben en vitrine? Ouais, du lèche-vitrine. Exactement, c'est ça que je pense, parce que pendant le camp d'entraînement, on a vu vraiment les jeunes se démarquer, puis tasser certains vétérans. On pense à Thomas Plekanec, évidemment. Ça fait du bien de le voir bencher. Le col roulé sur le banc. Mais qui aurait cru que Thomas Plekanec allait commencer la saison dans les estrades? Il a quand même signé un contrat. C'était pas donné 2,3 millions de dollars pour un an. Donc, il joue son rôle de vétéran, mais il savait à quoi s'attendre. Et dans le cas d'Osner, c'était quand même une décision assez controversée parce qu'on parle de 662 matchs consécutifs. Une des plus longues séries dans la Ligue qui a été brisée parce qu'il s'est fait mettre de côté au profit de Jordy Ben et de Xavier Ouellet. Dans le cas de Ouellet, il y a eu un bon camp, ça se comprend bien, il patine bien. Jordy Ben n'a pas connu un super bon camp d'entraînement. Il s'est redressé dans ses 2 premières parties, mais c'est à se demander, Ben, il y a 1 an restant à son contrat, environ à 1,1 million de dollars. Est-ce que Marc Bergevin a passé une commande à Claude Julien de le mettre en vitrine pour les premiers matchs à la place de mettre au ballottage pour l'échanger? C'est difficile de penser le contraire parce que pour prendre une décision comme de mettre de côté Osner après 662 matchs, c'est quand même beaucoup, 662 matchs. C'est beaucoup de matchs, en effet, mais écoute, c'est un message clair. Là, quand t'es rendu là, c'est allume. Parce que, en même temps, en parlant de message, dès le début du camp, Claude Julien disait que ça allait aller au mérite. Ouais. Donc, si Osner le mérite pas puis il va dans les estrades, c'est un message fort à l'ensemble de l'équipe. Mais c'est quand même rafraîchissant de voir que là, on passe de la parole aux actes parce qu'on nous l'a servi souvent, là, cette sauce-là là, de mérite. Puis de bencher un gars comme Plekanec qui a l'étiquette de NHL de tatoué, là. Puis un gars comme Osner qui a une séquence là, incroyable de matchs consécutifs. Comme Plekanec, il manque comme 1 ou 2 matchs pour avoir les 1000 aussi, quelque chose comme ça. Là. Non, il était à 2 matchs. Fait que là, on sait qu'il allait pour le match d'ouverture au Centre Bell, qui est jeudi contre Los Angeles. Là, si t'es un vétéran et tu joues pour le Canadien ou n'importe quel joueur de l'équipe en ce moment, tu te dis, OK, attends, one minute, là, si on a benché ces 2 gars-là, faut que je me grouille le cul. Là. Non seulement ça, dans les rangs mineurs, là, à la défense, il y a Brett Kulak et Jakob Olofsson qu'on est allé chercher très récemment,
qui vont T'as pousser. aimé cet échange-là, toi, Félix? J'avais lu que t'avais commenté là-dessus. Puis... En fait, ces deux défenseurs-là vont apporter de la profondeur. Puis c'est Kulak, il a joué 71 matchs à Calgary l'an dernier, dans une des défenses les plus relevées de la Ligue. L'an dernier, il y avait Giordano, Hamilton, Stone, etc. Donc, il a réussi à percer cet alignement-là. Je pense pas qu'il va rester longtemps à Laval. Il a marqué à son premier match, d'ailleurs, avec le Rocket. Donc, j'ai bien aimé cette transaction-là pour faire de la place à un autre vétéran aussi dans les rangs mineurs. Encore là, c'est ça. Pour revenir à Jody Benn, j'ai pas l'impression qu'il va finir la saison à Montréal. Tu penses que ça va être... il va être échangé, donc? Ouais. Ben, ça peut peut-être être il paraît bien, ça peut être un défenseur intéressant pour une équipe qui aspire aux grands honneurs de la profondeur, je pense. Exactement. Le gars, il a de l'expérience. C'est un gars de vestiaire, je pense bien. C'est ça que j'ai compris des témoignages de nombreux de ses coéquipiers. Puis, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Exactement. Aussi. Il peut apporter un aspect physique, mais c'est un gars qui joue simple. Puis c'est quand il jouait simple qu'il était à son meilleur à Montréal. Après ça, il a assigné des plus grosses tâches. Il a notamment joué avec Shea Weber l'an dernier. Puis je pense qu'il abrite des oiseaux qui sont sous la protection de la fonte dans sa barbe. Donc il y a quand même, c'est un humain quand même respectable. Il y a des valeurs. On peut pas le nier là. OK, donc oui, et je voulais que tu me parles de Andrew Shaw là, qui est quand même surprenant. Ouais, ben, il est dans une bonne vibe là. Dans le cas de Andrew Shaw et de Paul Byron, on nous avait dit vers juin, juillet qu'ils allaient pas être les deux de retour avant décembre. Ou Byron la fin octobre et Shaw décembre. Les deux ont commencé la saison avec le Canadien. Moi, je me demande s'ils ont pris la drogue que Nate Schmidt à Vegas a pris. Jamais l'effet de la créatine sur un muscle. Voilà. C'était à se demander parce que les deux, non seulement ils ont commencé la saison avec le Canadien, Paul Byron a eu droit à un camp d'entraînement, mais Andrew Shaw, il n'a pas joué de hockey compétitif avant le début de la saison de hockey. Puis, il a marqué son premier match et... Merci pour l'effet, Charles. Et il est vraiment... Après 2 matchs, c'est un petit échantillon, mais je trouve qu'il est à son meilleur depuis que le Canadien est allé le chercher. Le gars, il est impliqué. Il est plus rapide qu'avant, j'ai l'impression. Il va dans les coins. Son trio avec Pekka et Hudon, vraiment impressionnant. C'est une 4e ligne qui est rafraîchissante. Ça fait changement de l'an dernier des Delarose et des Byron Fraze. Byron Fraze. Byron. Exactement. Donc, Andrew Shaw, pour plusieurs amateurs, ça va être un gars qui on doit l'échanger pour une reconstruction. Parce que tu avais déjà parlé de le prix qu'on avait payé pour faire son acquisition. C'est la pire transaction de Marc Bergevin, selon moi. C'est ça, exact. S'il peut nous en donner un peu, au moins, il avait réussi à passer Lars Eller juste avant pour pouvoir faire que c'est... Ben, le problème avec cet échange-là, c'est que Bergevin avait donné 2 choix de deuxième ronde d'une cuvée qui était très relevée. Oui, exact. Il était allé chercher 2 choix de deuxième ronde dans des moins bonnes cuvées. Donc, on se rappelle que Chicago a eu Alex DeBrincat, qui est un joueur clé à Chicago maintenant, qui ferait beaucoup de bien à Montréal en ce moment. Tout à fait. Mais bon, on va laisser dans le passé, les échanges du passé. Là, s'il peut nous en donner un peu... Il va peut-être être échangeable après tout. Oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, donc ça fait le tour pour Andrew Shaw. Et maintenant, en rafale, là, 5 hot takes, comme on dit, des prédictions audacieuses pour la saison qui va suivre, qui s'en vient, là, qui s'amène, qui s'entame, que j'ai pas vraiment commencé à écouter parce que je suis dans mes playoffs de baseball, donc on se revoit en novembre. Mais donc, vas-y, mets-moi au parfum. Donc, ma première prédiction audacieuse pour la saison, c'est que Thomas Tatar va marquer 25 buts et 50 points cette année. Jusqu'à temps qu'il se fasse frapper par Ryan Reeves. Thomas Tatar est vraiment sous-estimé. Cette transaction-là, c'était pas seulement pour apporter Nick Suzuki. Thomas Tatar, il a une chance de vraiment se faire valoir en top 6, puis je pense que c'est une production réaliste pour lui. Il l'a déjà fait dans le passé à Détroit. Je pense qu'il peut le faire à Montréal. Ben, blague à part, honnêtement, j'ai suivi Las Vegas toute la saison dernière, donc en séries éliminatoires aussi. Puis j'ai été déçu un peu de Tatar, c'est sûr. Je sais pas si c'est le genre de gars... Tu sais, à un moment donné, jouer dans la Ligue nationale de hockey, ça fait mal. Je sais pas, là, il faudrait... Payer le prix, c'est pas évident pour tout le monde. C'était quand même un petit échantillon à Vegas. Parce qu'il a fourni un effort constant à Détroit pendant 4 saisons. Ça, c'est vrai. On l'a échangé. Il a été vraiment mauvais pendant 25 parties environ, si on inclut les parties éliminatoires. Des fois, ça fonctionne pas. C'est juste pas un bon match. Peut-être que c'était le cas avec Tatar et... Comme tu dis, si on le met sur un piédestal, ça se peut que c'est peut-être le genre de gars qui a besoin là, d'avoir confiance, de se sentir apprécié. C'est une saison sans attente aussi. Exact. Ce gars-là, il est créatif. On l'a vu, il a de la vitesse puis il a des excellentes mains. Puis là, en ce moment, avec Dano et Gallagher, ça pourrait être une belle combinaison.
Ben, en fait, ce que j'allais dire aussi, c'est Ouais. qu'arriver à Vegas, dans un concept d'équipe, tous les gars étaient soudés, Ouais. ça a peut-être été difficile. Ben, c'est ça, il avait manqué s'insérer les dans le groupe. initiations. Exact. Puis, C'est pas tout le monde Yeah. qui a les capacités d'adaptation de Ryan Reeves. il comprenait qui est pas les arrivé. René. Oui, mais là, ça, c'est parce que lui, toi, tu niaises pas avec lui. Ben non, ben non. S'il comprend pas la blague, tu lui expliques. Mais. OK. Ouais, d'autres prédictions? Ou... Je pense que Max Domi va accumuler plus de points que Jonathan Drouin cette année. Oh, quand même. Donc, Ouais. Max Domi- Non, mais c'est assez triste pour Jonathan Drouin. Honnêtement, Ouais. là, je le regarde aller, là, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais le peu que j'ai vu, c'est triste. Mais il y a eu un très bon camp d'entraînement, Ouais. pour vrai. Maintenant Ouais, qu'il mais est quand à entraînement, l'aile, tu affrontes des gars de la East Coast League. Là. Oui, mais il a pris beaucoup de vitesse cet été. Ouais. Ça paraît. Il y a le vent il y a une belle coupe de cheveux maintenant. Il y a le vent dans les cheveux en ce moment. dans les, ouais, là. Dans le flow. Ouais. Il y a quand même une adaptation à faire parce qu'il était à l'aile à Tampa, on l'a amené à Montréal au centre. Là, il doit retourner à l'aile. Il est dans un trio avec Kotkaniemi et Armia qui sont pas deux joueurs d'impact dans la LNH encore. Ouais. On ne sait pas ce qui va arriver pour l'instant. Je pense que, comme Ben plus tôt, je pense pas que Kotkaniemi va finir l'année à Montréal. Puis quand Drouin va retrouver peut-être justement avec Domi, des partenaires de trio qui sont des vrais joueurs d'impact de la LNH, on pourra le voir avoir une production plus intéressante. Mais pour l'instant, Domi a été vraiment impressionnant. Ouais, vraiment. Très bon fabricant de jeu, mais qui est très impliqué dans les coins. Ben oui. Non, L'intensité de Gallagher, mais la vision de Drouin, justement. Exactement, ouais. Ben, Galchenyuk, de toute façon, là, il est blessé, donc tu sais, on essaie toujours de comparer On les a deux. gagné l'échange à date. À date, ça va bien. Oui. Et est-ce qu'on a autre chose à surveiller? Ouais, je vais essayer d'y aller plus en rafale. Ça, c'est Ouais. une prédiction Vas-y. quand même audacieuse. Je pense que Mike Riley va avoir de 35 à 40 points cette année. Ouh! Son record, c'est 18 points, je pense. C'est audacieux. Mais il y a un excellent début de saison. Ouais. Ensuite de ça, Charlie Lindgren va être échangé d'ici la date limite de transaction. Yes! Si je devais faire une prédiction, ça serait avec les Panthers en Floride. OK. Roberto Luongo vient de se blesser pour un mois. Ça pourrait être plus long. Les Panthers pourraient avoir besoin de profondeur. Et le Canadien a 3 gardiens de calibre LNH. Et voilà, donc vous l'aurez entendu ici au Chevalier de la première ronde. Et finalement, je pense que je suis plus optimiste que la majorité des experts. Le Canadien ne va pas faire les séries, non, mais va seulement manquer de quelques points. Je les vois devant les Sabres, devant les Sénateurs, devant les Red Wings, au 5e rang de la division Atlantique. Oh oui, seulement quelques points d'une place dans Donc on manque les séries, donc tu es lucide malgré les 2 victoires et la ville qui s'enflamme. C'est une victoire et une défaite en Ah oui, c'est prolongation. vrai, c'est vrai. Mais ça avait Imaginez- tellement l'air d'une victoire à Oui, Toronto. c'était comme une victoire. Belle hein, partie à Toronto. Ouais, quand Mais, même, quand ça même. va être une saison qui est, pour les amateurs, ça va être plus intéressant parce qu'on a de l'espoir pour la première fois depuis un bout. Puis c'est vraiment une vibe à la Vegas en ce moment à Montréal. Ouais, ça, c'est vrai. C'est vraiment des... Il n'y a pas de Ouais. superstar à part Price qui prend son coin en ce moment. Ouais, le concept d'équipe. Donc c'est vraiment bien. On Excellent, est optimiste. excellent. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup à toi, Félix Desjardins, Plaisir. pour ces renseignements instructifs. Et maintenant, on va parler avec Charles Brassière-Mamel. Ça, c'est le correcteur automatique. Oui, hein? exact. Bussière-Hamel, dis-je mal. Alors, de quoi vas-tu nous parler dans ce spécial hockey? Ben, moi, je vais vous parler aussi des Canadiennes. Oui. Je vais y aller au féminin. En fait, le camp d'entraînement se terminait cette fin de semaine. Ouais. C'était le dernier match préparatoire vendredi. On a eu vraiment un meilleur portrait de l'équipe. Dans le fond, c'était presque l'alignement A qui était sur la glace. Ils ont joué 3 matchs contre des universités de Montréal. Ouais. Donc, Concordia, l'Université de Montréal et McGill. Juste pour donner une idée, dans le fond, il va y avoir 7 nouvelles attaquantes, 4 nouvelles défenseurs et 1 nouvelle gardienne. Donc, si on fait le compte, ça fait 12. Après le match, vendredi, Sarah Lefort, une des joueuses qui est là depuis quelques années, nous disait que c'est, dans le fond, c'est la réalité de la Ligue. Il y a beaucoup de roulements dans les joueurs, surtout après les Olympiques, quand il y a beaucoup de joueurs qui sont... dans les équipes nationales, l'année d'après, elles reviennent. Donc, il faut faire... Évidemment, s'ils sont aux Olympiques, c'est les meilleurs. Il faut leur faire de la place. Ouais. Ce qui m'amène à parler, est-ce que les Canadiennes auront une meilleure attaque cette année? Sur papier, on pourrait dire que oui, mais il faut se rappeler que l'an dernier, ils ont marqué 117 buts en seulement 28 matchs. C'est une moyenne de 4,2 buts par match. Wow. Là, t'en as pour ton dollar loisir. Oh là, que quand, oui. Juste à titre de comparaison, dans le fond, les Calgary qui ont fini 2e pour les buts en avaient 96. Ça fait 3,4 buts par match. C'est 0,8 buts par Juste match. comme ça coûte combien à peu près un billet pour aller voir les Canadiennes? C'est 15 $. 15$. Ouais. Je me rappelle l'an dernier, j'avais Ouais, fait une c'était- petite, ça, un c'était un petit bon- calcul, puis ça coûtait au Centre Bell l'an dernier 49$ du but en moyenne. Ah ouais. Ouais. C'est plus payant d'aller voir les Canadiennes. Oui, Ça exactement. faisait un peu cher pour achaler ses parents.
Mais c'est ça, donc, entre autres, quand je disais sur papier, cette année, qui se rajoute à l'équipe, on parle de Marie-Philippe Poulin qui est de retour, Mélodie Daou qui a aussi participé aux Olympiques, Jill Saunier qui est arrivée, qui a participé aux Olympiques, Hilary Knight qui était venue faire une saucette l'année passée, a finalement décidé. On pensait qu'elle venait juste ici pour partir, là, mais finalement. Mais non, finalement, elle a fait un genre de commitment à l'équipe. Elle est de retour pour la saison. Et ils ont aussi repêché une jeune en deuxième ronde qui s'appelle Geneviève Bannon, une fille de Montréal, qui devrait avoir un rôle offensif aussi intéressant cette année. Mm-hmm. On a décidé aussi de séparer Marie-Philippe Poulin et Hilary Knight. On les a placés sur 2 trios pour débuter la saison. À voir, peut-être que c'était une bonne chose de répartir les forces, mais si jamais on a besoin de but, je ne serais pas surpris de voir Hilary Knight jouer aux côtés de Marie-Philippe Poulin, ce qui devrait donner des flamèches si jamais ça arrive. C'est ça, c'est un peu le même concept qu'avec Crosby-Malkin. Exact. Au besoin, on ramène ça. Voilà. Mais ça m'amène à vous parler du jeu de puissance. Oui. Il y a eu un avantage numérique et quand on a vu la formation utilisée, je suis un peu tombé sur le derrière. On avait dans le fond à l'attaque Mélodie Daou, Marie-Philippe Poulin au centre et Jill Saunier à droite. Et on utilisait Hilary Knight à la pointe en compagnie de Erin Ambrose. Et après le match, j'ai demandé à Hilary Knight, oui, c'est vrai. Dans le fond, est-ce qu'elle avait déjà joué à la pointe? Puis elle s'est un petit peu emballée par rapport au jeu de puissance. On l'écoute. Oui. Yeah, I played in college a little bit, but our power play, I mean, we're joking around. We've got some great shooters, some great playmakers, and that's a really good power play. I kind of look and I'm like, wow, am I on the ice right now? This is good. So, no, we're just figuring out what our rhythm is, and Calgary will be our first test. Dans le fond, ce qu'elle nous dit, c'est que oui, elle a joué un petit peu à la pointe en avantage numérique quand elle était à l'université, mais que quand elle est embarquée sur la glace, elle disait « Wow, elle regardait avec qui je joue, c'est comme l'équipe d'étoiles. On est encore en train d'essayer de voir comment tout ça va cliquer, mais ça risque d'être vraiment excitant. C'est sûr que là, vendredi, au match, on jouait contre une équipe universitaire, donc là, la rondelle se promenait de tous les côtés. C'était comme vraiment spectaculaire. J'ai hâte de voir samedi prochain contre Calgary, contre une équipe de la Ligue qui risque d'être un peu plus structurée. Qu'est-ce que ça va donner? Comme disait Wayne Gretzky, si tu l'as, cross the door. Exactement. Par contre, il n'y a pas que du positif. En défensive, ça risque d'être un petit peu plus mince. Je pourrais dire, il y a Lauriane Rougeau qui est de retour des Olympiques et Erin Ambrose qui est un peu la... J'aime bien la comparer à Eric Carlson en termes de style de jeu. Rien de moins. Rien de moins, mais toute proportion gardée. Mais en fait, c'est patineuse, rapide, il y a une bonne vision du jeu, axée sur l'offensive. Donc, est-ce qu'elle a une chevelure aussi? Moi, non. On n'est pas sûr. Non, parce que là, quand tu veux être comparé à Carlson, oui, c'est ça. Non, la chevelure moins au vent, disons. Okay. C'est mieux qu'elle soit comparée à Burns, par contre. C'est sûr que Burns, on veut pas ça. Exact. Ensuite, il va y avoir Sophie Brault et Mélanie Desrochers qui étaient là l'an dernier, qui vont passer, qui étaient 5e, 6e défenseurs, qui vont tomber 3-4. Ouais. Et il y a 4 recrues qui vont se battre au début de la saison pour les 2 derniers postes. L'entraîneur Danny Brunet est un peu conscient de la situation. On sait que il sait que c'est le focus, dans le fond, à mettre, mais il semble avoir son plan de match puis être prêt pour la saison. On écoute ce qu'il nous dit après le match de vendredi. On a pas mal nos trios fixes. Là. Il y a Anne-Sophie Bété qui devrait être à droite là, sur le trio de Poulin puis Daou. Là. Cette semaine, on va travailler surtout les situations défensives qui deviennent excessivement importantes quand tu joues contre des bonnes équipes, surtout Calgary qui a une force de frappe extraordinaire. Donc voilà, c'est ce que Danny Brunet nous disait après le match de vendredi. En vue de la saison qui commence en fin de semaine, samedi, on joue à la Place Belle, à Laval. À quelle heure? C'est à 18h30. C'est après le match du Rocket. Donc, ceux qui ont acheté des billets pour le Rocket peuvent rester. Ouais. Mais il y a aussi la possibilité d'acheter des billets uniquement pour le match des Canadiennes. Incroyable. Une belle soirée. Là, une très belle soirée. La première ronde sera sur place pour couvrir le match. Tout à fait. Et le lendemain, on remet ça, les 2 équipes. Quand, dans le fond, dans la Ligue canadienne de hockey féminin, on joue toujours des 2-en-2. Ça augmente le taux de probabilité d'obtenir des mêlées générales. Exactement. Tout est pensé. Tout est pensé. Non, mais la rivalité peut se créer en jouant 2 journées de suite. Là. Exact. Non, le deuxième match est toujours plus intense. Ça, c'est évident. À Calgary, rapidement, ils ont
comme les Canadiens, ils ont beaucoup de changements, mais eux, c'est vraiment impressionnant. Ils ont mis la main sur 9 Olympiennes. OK. 4 de l'équipe canadienne, 3 de l'équipe américaine et 2 internationales. Une du Japon, oui, une japonaise qui va jouer à Calgary et une finlandaise. Et aussi, c'est une grosse acquisition. Zoe Ekel, qui jouait avec le Kunlun Red Star, une des équipes de Chine l'an passé, revient en Amérique. Elle a terminé 4e pointeuse de la Ligue, 38 points en 28 matchs. C'est une grosse acquisition. Donc, pour terminer, je reviens sur ce que Félix disait. Les matchs, ça coûte pas cher. Ouais. Cette année, les Canadiens ont 3 domiciles. Ils vont jouer des matchs à Laval, à la Place Belle. Ils jouent à l'aréna Michel Normandin du complexe Claude Robillard et au complexe Belle à Brossard. Donc, il y a sûrement un endroit près de chez vous. C'est ce que j'avais à dire. Voilà. Du gros stock, en effet. Donc, on va attendre sûrement qu'il y ait une petite séquence de 5 défaites consécutives du CH. Puis, on va voir sûrement augmenter l'assistance du côté des Canadiennes. Et, oui. Dernière chose, en fait, je viens d'avoir un flash parce que ça a été annoncé aujourd'hui. La majorité des matchs vont être disponibles en streaming sur le site de la Ligue. Donc, c'est intéressant, ça. Oui. Alors, c'est ça. Vous pouvez regarder les matchs. Celui de samedi sera en streaming sur le site de la Ligue. Marquez les Canadiennes de hockey féminin dans Google, vous allez le trouver. Excellent. Puis en plus, qu'est-ce qui est l'avantage? C'est que tu n'as même pas besoin de cacher ton historique. Hein? Ça se monte bien. Et ça se monte bien, ben oui. Donc, OK. Merci beaucoup, Charles Hamel de la Buissière. Et j'ai une question là, avant de terminer pour vous autres, les boys. Si vous aviez, dis-je mal, et l'orthophoniste est en route, votre propre Ryan Reeves, hein, à vous, pour virer une brosse, c'est un style concours, gagner la chance de virer une brosse avec Ryan Reeves, vous l'amèneriez où? Ça, c'est ma question à toi, Félix. Je vais rester fidèle où je vais souvent. Je l'amènerai au Nacho Libre. Yes! Qu'on danse sur le bar. Oh oui. En compagnie de Jared Stoll puis Mark Richards. Je sais pas comment ça va finir. Un beau trio, c'est ça. Ça va. Oui, que du bonheur, que du plaisir. Et toi, Charles? Ben moi, je vais y aller un peu à contre-courant. Tu sais, Ryan Reeves, il vit ça intense et tout. Moi, je l'inviterais plutôt au Club Med, prendre ça relax, une petite brosse sur le bord de la beach, se relaxer. Oui, c'est bien. Loin des claques à la gueule et voilà. Oui, assez zen comme proposition. Voilà. Ah, c'est bien. Moi, je l'amènerai au Beach Club. J'amènerai aussi une pouchonne de luxe. Puis à chaque fois qu'un Kevin ou un Steve vient y parler, ben je règle le tout avec mon Ryan Reeves d'assaut. Donc, action garantie. Oui. Et maintenant, Charles va nous envoyer le thème de la fin dans les délais les plus brefs. Et la technologie devrait répondre dans 3, 2, 1. Et oui! Donc... c'est déjà la fin de cet autre merveilleux épisode des Chevaliers de la première ronde. Alors, merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la première ronde sur le champ. C'est fait. On va vous attendre. Allez-y. Merci. Pour de la nouvelle fraîche 24 heures sur 24, including et tout, un code d'éthique qui n'est pas négligé. Merci à mes collaborateurs Félix Desjardins et Benoît Ménard. Félix Desjardins, merci. Merci beaucoup. Merci à mon co-animateur Charles Buimel-Assière. Ça m'a fait plaisir. Et merci à nos 32 auditeurs. Sans vous, on serait comme Zdeno Chara qui tombe en plein milieu de la forêt sans témoin. Fait-il du bruit ou non? Bonne question. Jean-Maurice, merci. Au revoir.